Knossos, en tant que lieu, c'est tellement extraordinaire, un endroit où l'archéologie est devenue si entremêlée. À Crète, une civilisation a laissé derrière elle un art vif, des palais étendus et un silence qu'aucun historien n'a pu percer. Il était assez difficile de faire des explorations archéologiques là-bas. Pendant plus d'un siècle, ses origines reposaient sur des suppositions jusqu'à ce que des preuves ADN tranchent l'incertitude, révélant que l'histoire crue depuis des générations n'avait jamais été vraie. La civilisation s'envoie. À Crète, les ruines de Knossos ne s'élèvent pas comme une structure unique, mais comme une mémoire en couches d'une civilisation qui se mouvait autrefois avec assurance dans un monde qu'elle contribua à définir. Les murs portent encore des traces de couleurs, des fresques capturant des figures en mouvement, des corps arqués au-dessus de taureaux lancés, entourés de motifs suggérant rythme, rituel et contrôle. Des vases en céramique montrent des poulpes dont les tentacules s'enroulent avec un naturalisme impliquant une observation attentive, comme si la mer elle-même avait été traduite directement en forme. Tout dans cette culture semble intentionnel, précis et pourtant étrangement éloigné de tout ce que l'on connaît du reste de la Méditerranée antique. Ce qui rend les Minoens difficiles à comprendre n'est pas le manque de matériel, mais l'absence de voix. Leur système d'écriture, le linéaire A, reste indéchiffré, laissant derrière lui des archives existant physiquement mais impossibles à lire. Aucun nom de roi n'ancre leur histoire politique, aucune inscription ne proclame de victoire et aucun récit clair n'explique comment leur société fonctionnait à son apogée. Ce qui subsiste, ce sont des interprétations, construites à partir de l'architecture, de l'art et d'artefacts dispersés qu'il faut assembler pour en tirer un sens. Pendant des générations, ce silence a façonné la manière dont les Minoens étaient tantôt compris, forçant les chercheurs à construire une identité pour un peuple qui n'a jamais eu la chance de se définir lui-même. L'homme qui a défini le passé. Au début du XXe siècle, un homme s'est immiscé dans ce silence et a tenté de lui donner une structure. Arthur Evans arriva à Knossos en 1900, convaincu qu'un élément significatif se cachait sous le sol, et au cours des 3 décennies suivantes, il transforma des ruines éparses en une vision cohérente d'une civilisation entière. Ces fouilles mirent au jour d'immenses complexes architecturaux, des réserves remplies de pitois et des fragments de plâtre peints laissant entrevoir une culture sans équivalent dans l'Europe documentée jusque-là. Evans ne se contenta pas de découvrir Knossos, il le reconstruisit physiquement et intellectuellement. Avec du béton et des matériaux modernes, il reconstitua des murs, restaura des colonnes et combina des fragments de fresques en scène complète, suggérant hiérarchie, rituel et symbolisme. Parmi ces reconstructions se trouvait le fameux prêtre-roi, créé en fusionnant des fragments de figures séparées pour former une image unique, autoritaire et complète. Il devint l'un des symboles les plus reconnaissables de la société minoenne. Son interprétation s'étendait jusqu'à l'idéologie. Evans proposa une société centrée sur une déesse-mère dominante équilibrée par une figure masculine subordonnée présentant les Minoens comme pacifiques, artistiques et distincts des cultures militarisées ultérieures. Ce récit était séduisant et largement accepté, mais il reposait sur des preuves incomplètes. Lorsque des chercheurs ultérieurs réexaminèrent le site avec des méthodes plus rigoureuses, beaucoup des conclusions d'Evans commencèrent à se déliter, révélant comment l'interprétation avait façonné ce qui était considéré comme un fait historique. Des théories sans preuve. Alors que les reconstructions d'Evans s'installaient dans le consensus académique, la question des origines minoennes restait irrésolue et des théories concurrentes se développèrent pour combler le vide. Chacune s'appuyait sur des fragments de culture matérielle, des similitudes artistiques et une logique géographique, mais aucune ne pouvait dépasser la plausibilité pour atteindre la preuve. Une théorie considérait les Minoens comme un développement indigène, suggérant qu'une population néolithique de Crète avait évolué progressivement vers une société complexe sans influence extérieure majeure. Une autre se tournait vers le sud, proposant des liens avec l'Afrique du Nord ou l'Égypte, soutenus par des parallèles stylistiques et la proximité maritime. Ces similarités, bien que convaincantes, restaient circonstancielles.
Une troisième théorie pointait vers l'Est, reliant les Minoens à des populations anatoliennes ou levantines associées à l'expansion agricole précoce. Ce modèle s'alignait sur des schémas migratoires plus larges, connus par l'archéologie, mais manquait toujours de confirmation biologique directe. Ces trois théories coexistaient, chacune soutenue par des preuves partielles. Sans données génétiques, l'origine des Minoens restait une question façonnée davantage par l'interprétation que par des faits mesurables. Le débat persistait précisément parce qu'aucun élément ne permettait de le clore. La percée génétique. Le tournant ne vint pas des fouilles, mais du séquençage. En 2013, une équipe dirigée par Georges Stamatoianopoulos analysa l'ADN mitochondrial d'ossements retrouvés dans des sépultures en grotte sur le plateau de Lassiti, dans l'est de la Crète. Pour la première fois, les origines des Minoens furent abordées par la biologie plutôt que par l'interprétation. Les résultats changèrent immédiatement la conversation. La théorie de longue date liant les Minoens à l'Afrique du Nord ou à l'Égypte ne résista pas à l'examen, car la distance génétique entre les échantillons et ces populations était substantielle et cohérente. Aucun signal mesurable n'indiquait une origine méridionale. Au contraire, les données pointaient vers le nord-est. Les Minoens montraient la plus forte affinité génétique avec les populations européennes néolithiques et les premières communautés agricoles d'Anatolie. Cette connexion les plaçait dans un schéma migratoire plus large déjà connu par l'archéologie, mais désormais étayé par des preuves directes. Une seconde étude en 2017 élargit l'analyse en utilisant des données génomiques complètes, confirmant les liens avec des populations de l'Anatolie, de la mer Égée et du sud-ouest de la Turquie. Pour la première fois, l'origine des Minoens ne dépendait plus de l'interprétation. Elle était devenue mesurable, fondée sur des données impossibles à remodeler pour correspondre à des suppositions. Le schéma plus profond. Placer les Minoens dans un cadre anatolien les reliait à une histoire plus large se déroulant à travers le monde antique. La diffusion de l'agriculture depuis l'Anatolie ne correspondait pas à une migration unique, mais à un mouvement graduel de communautés apportant de nouvelles pratiques dans des territoires déjà occupés par des populations anciennement établies. À mesure que ces groupes se déplaçaient vers l'ouest, ils ne remplaçaient pas entièrement les populations existantes, mais se mêlaient à elles, créant des mélanges génétiques et culturels qui évoluaient sur plusieurs générations. Les Minoens émergèrent de ce processus plutôt qu'en dehors de celui-ci. Leur ascendance reflète les mêmes courants profonds qui façonnèrent les premières populations européennes. Les preuves issues des populations chalcolithiques du Levant montrent que les communautés anciennes portaient souvent des combinaisons complexes d'ascendance provenant de multiples régions. Ces schémas suggèrent que les Minoens n'étaient pas le résultat d'un événement d'origine unique, mais d'interactions de longue durée à travers un paysage connecté. Ce qui apparaît isolé géographiquement devient interconnecté génétiquement, révélant que les Minoens faisaient partie d'un système plus large, s'étendant bien au-delà de la Crète. La lignée manquante. Ce qui rend le profil génétique des Minoens encore plus frappant, c'est là où ils ne se relient pas. Vers 3000 avant Jésus-Christ, une grande migration venue des steppes eurasiennes se répandit en Europe, remodelant les populations sur de vastes régions. Les Minoens restèrent en grande partie épargnés par cette transformation. Alors que les Mycéniens portaient une ascendance significative issue des steppes, les Minoens conservaient une structure génétique néolithique plus ancienne. Cette distinction crée une séparation entre deux cultures souvent regroupées. Malgré des éléments matériels partagés, elles émergèrent de trajectoires génétiques différentes, façonnées par des processus historiques distincts. Dans un monde soumis à de vastes déplacements de population, les Minoens représentent une lignée ancrée dans une phase plus ancienne du mouvement humain, préservant une identité génétique que les populations ultérieures n'ont pas conservée. Absorption et non disparition. La fin du monde minoen ne survint pas lors d'un événement unique, mais par une transformation graduelle se déroulant sur plusieurs générations. L'influence mycénienne apparut sur Crète avant toute prise de pouvoir politique, avec des styles de poterie et des pratiques administratives introduits par des contacts soutenus. Vers 1450 avant Jésus-Christ, cette influence devint contrôle. Le linéaire B remplaça le linéaire A à Knossos, marquant un changement d'autorité. Le système palatial continua, mais dans un cadre culturel différent. La population ne disparut pas. Les preuves génétiques indiquent une continuité, suggérant une absorption plutôt qu'un déplacement.
Des éléments culturels persistèrent dans la religion, l'art et les traditions locales. Lorsque l'effondrement de l'âge du bronze perturba les réseaux commerciaux, les structures restantes se dissolurent davantage, laissant des fragments dispersés au sein des cultures ultérieures. Ce qui reste est ce qui disparaît. Ce qui subsiste des Minoens aujourd'hui n'est pas une population vivante, mais un signal fragmenté transmis à travers le temps. Les habitants modernes de Crète reflètent des couches de migration et d'intégration qui ont remodelé la population de l'île au fil des millénaires. Ce schéma n'est pas unique. Les études d'ADN anciens à travers de multiples régions montrent des discontinuités similaires entre populations anciennes et modernes. Ces changements sont graduels, souvent invisibles dans les archives écrites, mais mesurables dans les données génétiques. Les Minoens existent entre présence et absence, préservés à travers des artefacts et une ascendance partielle, mais ne sont plus pleinement représentés dans le monde qu'ils ont contribué à façonner. Les Minoens ne disparurent pas dans le feu ou la conquête, mais d'une manière plus silencieuse. Un mélange graduel qui effaça leurs contours tout en conservant leurs traces. Leur histoire survit non pas comme une lignée unique, mais sous forme de fragments, nous rappelant que les civilisations peuvent disparaître sans jamais être entièrement effacées.